Bien, bienvenue à tous. Alors, on poursuit aujourd'hui notre examen de ce grand problème des universaux. Vous vous souvenez quel est le problème des universaux qui a animé une grande partie de l'histoire de la philosophie, pas de toute la philosophie, mais de cette partie de la philosophie qu'on appelle la métaphysique. On essaye de comprendre qu'est-ce qui doit exister dans le monde pour que différentes choses soient qualitativement identiques. D'accord ? On peut avoir deux jumeaux. Qu'est-ce qu'il faut qu'il existe pour que ces deux entités, elles sont deux, néanmoins elles se ressemblent exactement. Ça, c'est l'identité qualitative. On a deux grandes familles de réponses à ce problème des universaux. On a d'un côté les nominalistes, de l'autre côté les réalistes. La grande réponse nominaliste qu'on a envisagée, qui est aujourd'hui considérée comme la principale, mais on en a vu différentes variétés. Bonjour. La grande réponse nominaliste qu'on a envisagée, c'est ce qu'on appelle le nominalisme de la ressemblance. Qu'est-ce qu'il faut pour le nominalisme de la ressemblance pour que deux jumeaux soient qualitativement identiques? Il faut juste deux objets, des jumeaux, et il faut admettre une relation primitive de ressemblance. Okay. Puis quand on demande à un nominaliste qu'est-ce que c'est qu'avoir une propriété, avoir une propriété, c'est appartenir à une grande classe de ressemblance. Ok, on laisse de côté derrière nous le nominalisme maintenant. Ça, on a vu en détail, et on a commencé à voir la dernière fois les solutions qu'on appelle réalistes. Que font les réalistes? Eux, ils pensent qu'il existe dans la réalité, partout autour de nous, partout ici dans cette salle, des propriétés. Et ces propriétés, ce sont des universaux. Qui c'est qui me rappelle la définition d'un universel? Quelque chose de multiplement exemplifiable. Oui, très bien. C'est la définition d'Armstrong. Un universel, c'est une entité qui est multiplement exemplifiable. Okay? L'exemplification, c'est la relation entre une propriété et la chose qui a cette propriété, entre le bleu et votre pull. Donc ça, c'est la relation entre les deux. Et le bleu de votre pull est multiplement exemplifiable s'il peut être exemplifié par votre pull, mais par d'autres objets. D'accord ? Donc un universel, par définition, c'est une propriété, une entité multiplement exemplifiable. Donc les réalistes, ils pensent qu'il existe des universaux. C'est ce qui fait que les deux jumeaux se ressemblent. Okay? Pour le réaliste, la ressemblance, elle s'explique par le partage de propriétés. Les choses se ressemblent parce qu'elles ont des propriétés en commun. Bien, alors on est dans cette famille de théories maintenant. Et puis on a vu qu'il y avait un premier schisme qui opposait parmi les réalistes ceux qui pensaient qu'il n'existait que des universaux, qu'on appelle les partisans de la théorie des faisceaux d'universaux, à ceux qui pensaient qu'il existait des universaux, mais aussi des choses particulières. D'accord ? Des substances. Ici, vous avez Aristote, Platon. Et nous, on a commencé à s'intéresser à la théorie des faisceaux d'universaux, sur laquelle je termine mon rappel maintenant. Donc, qu'est-ce que c'est on va changer de... Qu'est-ce que c'est qu'une girafe pour la théorie des faisceaux d'universaux? C'est un ensemble de propriétés qui sont attachées les unes aux autres. Okay. Pourquoi est-ce qu'on parle de faisceau? Ça, c'est ce qu'on appelle un faisceau de paille. Les propriétés, c'est chaque tige du faisceau. Et ce qui attache les propriétés ensemble, vous vous rappelez comment on appelle ça si on a un partisan de la théorie des faisceaux? La comprésence. Très bien. Pour que différents universaux forment une substance dans cette théorie, il faut que ces différents universaux soient attachés par une relation. Vous voyez bien qu'on appelle, de manière un peu stipulative, la comprésence. Vous voyez bien que si on n'a pas une relation pour attacher les universaux ensemble, alors vous pouvez prendre n'importe quelle collection d'universaux, vous pouvez avoir un long cou, être gommeux, et puis qu'est-ce qu'on peut prendre encore mesurer plus de 3000 km de circonférence. Et puis là, voilà, ça vous fait un nouveau... Ça, vous avez trois propriétés ensemble, puis c'est censé vous faire une substance. Bonne chance pour imaginer à quoi ça peut ressembler. Donc, ce qui fait que certains groupes d'universaux plutôt que d'autres forment une substance, c'est cette relation de comprésence. D'accord ? Vous vous souvenez que chez les nominalistes de la ressemblance, ce qui faisait qu'il y avait des classes qui n'étaient pas arbitraires, c'était qu'on imposait que les choses se ressemblent entre elles. Donc ici, on avait une ressemblance entre particuliers pour faire des classes qui étaient homogènes. Ici, on n'a plus une ressemblance entre particuliers, on a des universaux. Et pour faire en sorte que des paquets d'universaux soient cohérents,
soit pas complètement arbitraire, on ajoute cette relation de comprésence. Okay. Alors, quel est l'avantage, je reviens brièvement là-dessus, pourquoi est-ce que on ne va pas directement vers la théorie qui peut-être vous semble la plus intuitive, je ne sais pas si c'est le cas, mais qui dit il n'y a pas simplement des universaux, donc dans ce petit schéma que je retiens, les universaux c'est les segments de l'hexagone, il n'y a pas simplement des universaux, là il y en a 6, il y a aussi un particulier. Okay. Il n'y a pas simplement Giacomo, les propriétés de Giacomo, il y a aussi le particulier qui est Giacomo. Un particulier, par opposition à une universelle, ce n'est pas multiplement exemplifiable. Il n'y en a qu'un de Giacomo. D'accord ? Il ne peut pas être multiplement exemplifié. Pourquoi est-ce qu'on ne dit pas ça ? La raison pour laquelle on ne dit pas ça, et c'est la motivation centrale de ceux qui souscrivent à la théorie des faisceaux d'universaux, c'est que une fois que vous épluchez la substance de ses propriétés, vous enlevez à Giacomo toutes ses propriétés, avoir la coiffure qu'il a, avoir l'humour qu'il a, les traits de caractère qu'il a, etc. Qu'est-ce qui reste à l'arrivée à Giacomo ? Il ne reste plus grand-chose. Okay ? Une fois, si vous dites, bah oui, mais il reste quand même le fait que, que c'est un étudiant de philosophie, oui, mais ça c'est une propriété, être un étudiant de philosophie, vous l'enlevez. Et puis, à chaque fois que je vous demande qu'est-ce qui reste, vous allez m'avancer une propriété, sans doute, puis je vais vous dire, bah non, mais ça on l'enlève, parce que si c'est une propriété, c'est un nouveau segment dans le schéma qu'on a là. Okay. Qu'est-ce qui reste à l'arrivée ? Pas grand-chose. Okay. C'est là où je fais toujours la même blague, pardon. On dit, si on veut se faire une idée de cette substance nue, indépendamment de toutes les propriétés, la meilleure approximation, c'est des choses comme la mozzarella, le tofu, des choses qui n'ont pas de goût, pas de forme. Mais même ça, c'est trop. Parce que même un pâton de mozzarella, il a encore une forme. D'accord ? Il a encore... Donc ça, c'est le problème ce qu'on appelle des particuliers nus. Okay ? Si vous dites dans votre ontologie, il y a à la fois des universaux et des particuliers, et quand on vous dit, oui, mais c'est quoi les particuliers ici ? C'est très dur d'en dire quelque chose à l'arrivée. Ils deviennent complètement mystérieux. Donc ça, c'est la motivation centrale pour ceux qui disent, eh bien très bien, tout ce qu'il y a à l'arrivée, c'est des universaux qui sont reliés ensemble, et ça vous forme les différents objets, les différentes personnes autour de nous. Bien. Je vous ai mis une longue citation dans le PowerPoint de Locke, qui a été un des premiers à formuler cette critique de la substance. Ça, je viens de vous le présenter. On a parlé de la comprésence. Donc, une substance, c'est un complexe de comprésence. Ok, très bien. J'ai terminé mon rappel ici. Est-ce que vous avez des questions sur ce que j'ai dit là ou sur des choses qui vous trottent dans la tête qu'on a vues précédemment ? Ou est-ce que tout est clair ? Giacomo. Moi, je pensais par exemple que, dans le nominalisme modéraire, on a celui-là des classes naturelles primitives, où ils disent qu'il y a certaines propriétés qui rentrent dans des classes primitives qu'on peut mettre ensemble. Ouais. Est-ce qu'on a quelque chose de similaire avec les universels à comprésence ? Genre dire qu'un universel rentre ou un facteur naturel dans la même relation de comprésence ? C'est une bonne question. Donc, au niveau du nominalisme, vous vous souvenez, le problème c'était de distinguer les bonnes classes de choses des mauvaises classes de choses. Et puis on a dit il y a deux grandes réponses. Il y a ceux qui disent c'est comme ça, il y a des bonnes et des mauvaises classes. C'est ce qu'on appelle le nominalisme naturel des classes primitives. On ne l'a pas étudié très longtemps celui-là, mais c'est juste une possibilité. Il y en a quelques-uns qui ont défendu ça. Et puis nous, on s'est plus intéressé à ceux qui disent ce qui distingue les bonnes des mauvaises classes, c'est que les bonnes classes, elles sont, les particuliers qui constituent les bonnes classes sont reliés par des relations de ressemblance. Okay. Maintenant, Giacomo dit mais pourquoi est-ce qu'on ne fait pas pareil au sujet de la théorie des universaux, donc mutatis mutandis, qui vaut pour les universaux. On se demande qu'est-ce que c'est qu'un bon ensemble de propriétés, cette fois, et pas de particuliers, bon ensemble d'universaux par rapport à un mauvais ensemble d'universaux. On dit que c'est la comprésence. Je vous dis, la comprésence, c'est comme la ressemblance. Giacomo dit, mais il ne pourrait pas y avoir aussi une version de la théorie des universaux où on dit, il y a juste des bons paquets d'universaux et des mauvais paquets d'universaux, puis c'est comme ça. Okay. Vous avez raison, c'est une théorie qui est sur la table. En principe, elle est ouverte. Vous pouvez peut-être faire une carrière en défendant ça. Classe naturelle d'universaux. À ma connaissance, ça n'a pas été défendu. Ça risque de s'opposer au même problème que la théorie des classes naturelles de particuliers, où ça semble un peu tenir pour acquis une des choses qu'on veut expliquer. C'est souvent le problème avec toute solution primitiviste. Même si on doit forcément être primitiviste à un moment, dire l'explication s'arrête,
Ici, vous vous dites, oui, mais il y a juste des bons et des mauvais paquets, puis on a envie de dire pourquoi. Pourquoi est-ce que le paquet que j'ai mentionné tout à l'heure, avec je ne sais pas quoi, avoir un long cou et 3000 km² de circonférence, pourquoi ça c'est un mauvais paquet d'universel? Puis là, Giacomo, il arrive avec sa théorie, il dit, bah, c'est juste comme ça. Okay. Là, on aimerait en savoir un peu plus. Okay. Donc c'est bien d'avoir enfin, c'est sans doute nécessaire d'avoir une théorie où on ne peut pas expliquer davantage, mais là, peut-être que ça place le stop de l'explication un peu trop tôt. On a envie de dire, on aimerait pouvoir en dire un peu plus. Okay. Ceci étant, pardon, je ne veux pas m'étendre trop là-dessus, c'est une bonne question que vous posez. Ceci étant, vous pouvez dire, en fait, la compraisance, c'est une relation qui est sortie du chapeau, puis ça ne joue pas tellement un rôle différent qu'un arrêt primitif sans autre explication. Parce qu'autant la ressemblance, on savait ce que c'était avant, donc on s'appuie sur une relation qui existe déjà, qui est familière, pour expliquer l'homogénéité des classes. La compraisance, avant d'être entré dans cette salle de métaphysique, vous aviez sans doute jamais parlé de compraisance, d'accord? Donc peut-être que vous pourriez dire, si vous défendez cette thèse, en réalité, tout le monde est primitiviste sur cette différence-là, parce que c'est pas parce qu'on invente un nouveau terme qu'on l'appelle compraisance, puis qu'on le caractérise en gros, qu'on a vraiment donné une explication substantive ici. Hein. Donc peut-être à l'arrivée, c'est juste une manière de labelliser le problème. La compraisance, c'est juste un nouveau nom pour dire il y a des bons et des mauvais faisceaux. Les bons faisceaux, c'est ceux qui sont, dans lesquels les propriétés sont compraisantes. Voilà. Ça peut être éventuellement un type d'argument que vous pouvez avancer. Autre question sur ce qu'on a vu jusqu'à maintenant. Ça va? Ok. Alors, je vous en dis pas plus que le titre pour l'instant. Donc, notre théorie maintenant qu'on cherche à évaluer, c'est cette théorie qui dit, clair ici, c'est juste un faisceau d'universaux. C'est plein d'universaux qui sont mis ensemble. Beaucoup, beaucoup d'universaux, parce que c'est clair, donc c'est pas, il en faut beaucoup. C'est pas juste un rond bleu où il y a juste être rond puis être bleu. Donc il y a tout un tas de... Mais aussi nombreux qu'ils soient, aussi finement définis qu'ils soient, traits de caractère, physique, etc., tous ces universaux sont comprésents et ça nous fait clair. Okay. Cette théorie-là, elle pose un problème au regard du principe d'identité des indiscernables. Pour commencer, est-ce que quelqu'un peut me rappeler ce que c'est que le principe d'identité des indiscernables? Quand on a parlé de l'identité, on a distingué deux principes, indiscernabilité des identiques et identité des indiscernables. L'identité des indiscernables, ça veut dire que si deux objets ont exactement les mêmes propriétés, alors ils sont identiques. Exactement. C'est le principe auquel souscrit Leibniz, qui dit ce qui va faire qu'on va pouvoir distinguer numériquement ou non les objets, c'est les propriétés qu'ils possèdent. Et si deux objets ont exactement les mêmes propriétés, alors ces deux objets ne font qu'un. D'accord? Et vous vous souvenez que l'objection au principe d'identité des indiscernables, c'était le monde des deux sphères de Max Black qui dit, imaginez un monde complètement éthéré dans lequel il n'y a que deux choses, deux sphères qui sont parfaitement identiques, et ils auront exactement les mêmes propriétés, on arrive parfaitement à concevoir ce monde, mais si vous souscrivez au principe d'identité des indiscernables, vous ne pouvez pas rendre compte du fait qu'il y en a deux. Hein, parce qu'elles ont exactement les mêmes propriétés, qui sont des universaux. Okay, il n'y a qu'un universel de sphéricité, il n'y a qu'un universel de dureté, il n'y a qu'un universel d'être en métal. Donc cet universel-là, il est dans un de ces faisceaux de propriétés, la sphère, il ne peut pas y en avoir deux, vu qu'il n'y a qu'une seule version de chacune de ces propriétés. Donc dans le monde de Black, si vous êtes un partisan de l'identité des universaux, vous ne pouvez pas rendre compte de la possibilité de ce monde. Ça, c'est l'objection au principe d'identité des indiscernables. Bien. Alors ça, c'était un petit rappel sur ce qu'on a vu sur l'identité. Et maintenant, on revient à notre théorie des faisceaux. Est-ce que vous arrivez à voir pourquoi ce principe d'identité des univers, des indiscernables, va poser un problème à la théorie des faisceaux d'universaux? C'était une suggestion, un éternuement. Donc on a sur la table... Ouais, Giacomo? Mais peut-être l'identité des indiscernables s'applique que à des particuliers. C'est possible ça. Et du coup ça pose problème puisque les faisceaux, ils ne postulent pas des particuliers. Alors, c'est vrai ce que vous dites, que la théorie en question des faisceaux d'universaux pense qu'il n'y a pas fondamentalement de particuliers dans le monde. D'accord? Donc dans chose à comparer. Alors, dans les ingrédients du monde, pour cette théorie-là, il y a que, dans les ingrédients fondamentaux du monde, il n'y a que des universaux. Mais n'empêche qu'ils veulent rendre compte de la différence entre vous et Claire. Okay?
Puis là, ils vont dire, bah, c'est facile la différence entre Giacomo et Claire. Il y a des propriétés que vous possédez que Claire ne possède pas, et inversement. Ok. Donc là, ce que va faire le partisan des faisceaux d'universaux, c'est qu'il va reconstruire les particuliers sur la base d'un ensemble d'universaux. Donc il y a quand même des substances. Il ne les appellera pas des particuliers, mais il y a quand même des substances, d'accord? C'est pas qu'on est dans un monde juste où il y a des propriétés attachées ensemble. Il y a des substances. Hein. Qu'est-ce que c'est qu'une substance? C'est un faisceau d'universaux comprésent. Ça, c'est la théorie. Donc, la particularité n'est pas fondamentale dans la théorie, mais elle est retrouvée indirectement. Alors, est-ce que vous voyez maintenant pourquoi est-ce qu'on a un problème avec cette théorie des faisceaux et l'identité des indiscernables? Supposez que vous deviez faire une objection à cette théorie. Vous avez une arme, c'est l'identité des indiscernables, ou plutôt les problèmes que pose le principe d'identité des indiscernables. Une autre chose qui s'en vient dans la tête, peut-être si je prends ces deux stylos-là, Ouais. pour mon universo, ça rentre dans la même catégorie d'être orange. Par contre, pour l'identité des indiscernables, ces deux stabilos ne sont pas identiques. Est-ce qu'ils ont exactement la même nuance ou pas? Non, ils sont sont pas les tout à deux fait. oranges. Ils sont les deux oranges. Alors, que va pouvoir répondre un partisan des universaux, des faisceaux d'universaux ici, à votre avis? Pourquoi est-ce qu'il y a deux stylos pour le partisan? Putain, je voulais prendre deux secondes. Pourquoi est-ce que pour le partisan des faisceaux d'universaux, j'ai deux stylos dans les mains ici? Pourquoi est-ce qu'ils ne font pas un? Claire? Parce qu'il y a une nuance des deux couleurs qui est prononcée, du coup, c'est pas exactement la même association. Très bien. Donc, vous vous souvenez de cette distinction entre les propriétés qu'on appelle déterminables, être colorées, et les propriétés déterminées, avoir 7 nuances de orange plutôt que 7 nuances de orange, ou être orange grenat, orange, je sais jamais comment on nomme les couleurs. Ce que va dire le partisan des faisceaux d'universaux ici, c'est dire oui, mais c'est ce que Claire vous venez de dire, c'est pas exactement la même couleur qui est dans celui-ci et qui est dans celui-là. Okay. Donc il y a une différence de propriété. Celui-ci possède la propriété d'être orange terne, disons, et celui-ci possède la propriété d'être orange fluo, okay, qui n'est pas possédé par celui-ci. C'est pour ça qu'ils sont deux. Okay. Il y a bien une propriété qui les distingue ici. Donc, je peux vous piquer de l'eau? Ah oui, bien sûr. Merci d'être venu avec les exemples, Diagon. Qu'est-ce qui distingue ces deux-là maintenant? Il y en a deux, on est d'accord? On est d'accord qu'il y en a deux? Oui. Bon, il faut partir simple en métaphysique. Il y a bien deux stylos ici. Qu'est-ce qui les distingue pour le partisan des faisceaux d'universaux? Toujours la couleur. Ils ont exactement la même couleur. D'accord. Donc le rose ici, il y a un seul rose, vous vous souvenez, il y a l'universel être rose, qui est à la fois complètement dans celui-là et complètement dans celui-là. Donc la couleur, même universelle. On peut prendre la forme, exactement même universelle. On peut prendre le poids, exactement même universel. Okay. On fait l'hypothèse que les petites variations moléculaires internes, on les oublie. Ouais. Bon, là, Jean, il est un petit peu plus vieux que l'autre. Alors supposez qu'il soit sorti exactement au même moment du truc. Hein. C'est là où on joue avec Max Black, on dit, ok, avec toutes les choses qui nous embêtent, on essaye de prendre l'exemple le plus difficile pour le partisan des faisceaux d'universaux. Par exemple, dire que le stabilo de droite a la propriété d'être à gauche, le stabilo qui est à gauche. Ouais. On a fait une certaine distance entre les deux. Ok. Donc ça c'est bien. Vous vous souvenez qu'on a vu ça quand on discutait de la vérité du principe d'identité des l'identité des indiscernables, il ne veut pas aujourd'hui. Quelle était la réponse à ça? Gauche-droite. C'est vrai que celui-ci, il a la propriété d'être à droite, à gauche de celui-là. Celui-là, il a la propriété d'être à droite de celui-ci. Qu'est-ce qui ne va pas avec ça? Le monde de Black nous dit qu'on peut imaginer un monde où il n'y a pas des notions de gauche-droite, il n'y a pas de référence. Exactement. Dans le monde de Black, vous excluez ça. Et peut-être une autre manière de dire ça, c'est que quand vous dites gauche-droite, vous faites l'hypothèse que c'est gauche et droite vis-à-vis de quelqu'un, d'un point de vue. Okay, là, maintenant, on supprime le point de vue. Il n'y a plus les propriétés gauche-droite. Il y a être à 10 cm 2, 15, 20 cm 2. Mais les deux partagent la propriété d'être à 20 cm d'un autre. Okay. Donc, pourquoi est-ce que je vous dis tout ça? On est en train de rejouer ce qu'on a vu déjà sur l'identité des indiscernables. Quand on a fait l'objection, on a vu les objections à ce principe. Et pourquoi est-ce que ça pose problème? Pour une raison simple, c'est que si vous acceptez la théorie des faisceaux d'universaux, vous pensez qu'il n'y a que des universaux, donc vous êtes obligé d'admettre le principe d'identité des indiscernables. Okay. Donc l'objection générale à la théorie des faisceaux d'universaux, c'est cette théorie-là, elle vous engage à admettre le principe d'identité des indiscernables,
Et ce principe, on a vu des objections à son encontre. Des fantômes qui viennent de rendre visite. Donc, ça c'est la première prémisse, c'est celle qu'il faut bien comprendre maintenant. Vous voyez que vous n'avez qu'un universel d'être rose, qu'un universel d'être un feutre, qu'un universel. Donc, à chaque fois que vous avez des vrais jumeaux, ces vrais jumeaux vont être les faisceaux exactement des mêmes propriétés. D'accord ? Vous n'allez pas pouvoir dire qu'il y en a un qui est différent numériquement de l'autre, parce qu'ils contiennent tous les mêmes universaux en commun. Qu'est-ce qui font qu'ils sont deux ? Okay ? On n'arrive pas à trouver une propriété qui les distingue. Donc vous ne pouvez pas avoir, autrement dit, si vous acceptez cette théorie, vous ne pouvez pas avoir deux faisceaux qui possèdent exactement les mêmes propriétés. Et ça, c'est le même problème qu'on a avec le principe d'identité des indiscernables. Donc l'objection principale à la théorie des faisceaux, celle qui est la plus discutée et la plus saillante, c'est de dire cette théorie, elle implique le principe d'identité des indiscernables. Or, ce principe est faux, monde de Black. Si on accepte cette objection, hein, là j'ai l'air de le dire de manière dogmatique, évidemment, il y en a qui cherchent à répondre à ça. Donc, conclusion, la théorie des faisceaux est fausse. D'accord ? Ça peut vous paraître peut-être un peu abstrait, mais souvenez-vous que la motivation pour la théorie des faisceaux, elle est loin d'être absurde. Elle est de dire, on veut des propriétés et on ne veut pas des particuliers qui sont sous les propriétés et qui portent les propriétés. D'accord ? Donc, on va prendre que des propriétés. C'est une belle idée au départ, de se dire, tout ce qu'il y a autour de nous, c'est des propriétés qui sont groupées, et il n'y a pas quelque chose de distinct entre les supports des propriétés et les propriétés. Ben, si vous faites ça, et que vous pensez que les propriétés sont des universaux, vous tapez dans ce mur-là. Alors ça ne veut pas dire que vous n'avez pas de réponse possible. Là, je vous ai juste mis le rappel entre les deux principes. Hein. L'identité des indiscernables, si A et B sont numériquement identiques, alors ils sont qualitativement identiques. Ça va, on accepte. C'est celui-ci qui nous embête, si A et B, que nous a rappelé Lucie, si A et B sont qualitativement identiques, alors ils sont numériquement identiques. Ok. Alors ça, c'est l'objection principale à notre théorie des faisceaux. Maintenant, il y a une réponse à ça. Il y a toutes les réponses qu'on a vues déjà précédemment où on cherche à envisager des propriétés qu'on appelle impures. Ce que disait Martin tout à l'heure, être à gauche d'eux, etc. Mais on voit que le monde de Black, il met un terme à ce type de réponse-là. Il y a une réponse à ça qui est assez étonnante, que j'avais peut-être déjà mentionné, de Hawthorne, O'Leary et Hawthorne, dans un article assez récent, où ce que disent O'Leary et Hawthorne, c'est la chose suivante. Dans le monde de Black, tout ce qu'on a, ce n'est pas deux particuliers qui sont indiscernables, mais c'est un unique faisceau d'universaux qui est localisé à différents endroits. Okay, donc, vous avez, dans le monde de Black, vous avez l'impression qu'il y a deux choses, mais en réalité, il y a une seule chose qui est à deux endroits différents. Vous voyez qu'en principe, ce n'est pas tout à fait la même chose. Si vous dites être localisé à deux endroits, vous avez une chose qui a la capacité d'ubiquité, celle qu'on aimerait bien avoir. Okay. Par contre, et ça c'est ce que vont dire les partisans des faisceaux d'universaux, et ce que leur dit l'objection, c'est de dire non, il n'y a pas une chose localisée à deux endroits, il y a deux choses. Alors quelle est la différence entre ces choses-là, entre ces propositions-là? Et bien ce que disent O'Leary et Hawthorne, ils disent quelque chose de bizarre. Ils disent, en fait, en apparence, étonnant, ils disent, chaque sphère de Black, c'est un seul faisceau d'universel. Et ce faisceau d'universaux, il est localisé en plusieurs endroits. Et donc, disons qu'il est localisé en deux endroits qui sont à 2 km l'un de l'autre. Donc il va dire, ce faisceau, il est localisé à 2 km de lui-même. Ça paraît dur à avaler cette histoire, mais ça suit assez directement de leur idée que les objets que nous sommes juste, et des objets extérieurs, inertes, sont juste des faisceaux d'universaux, des collections, des paquets d'universaux. Alors ça paraît bizarre, mais une fois que vous avez compris ce que c'est qu'un universel, vous vous rendez compte que ce n'est pas si absurde. Pourquoi ? Parce que par nature, un universel, c'est quelque chose, comme on l'a rappelé pour commencer, comme Giacomo nous l'a rappelé, c'est quelque chose qui est multiplement exemplifiable. Donc ils peuvent être à la fois entièrement dans Giacomo, et le même universel peut être à la fois avoir des cheveux entièrement dans Giacomo, et entièrement dans Claire, et entièrement dans chacun d'entre vous.
Donc cet universel-là, il est dans plusieurs choses qui sont à différents endroits à la fois. Donc un universel par nature, ça semble être quelque chose qui peut être à différents endroits au même moment. Donc si nous, on n'est rien de plus que des ensembles d'universaux, eh ben, c'est pas très étonnant qu'on puisse être en différents endroits à différents moments. C'est pas très étonnant en particulier que les deux sphères du monde de Black puissent être en différents endroits en différents moments. Et donc si une même chose est en différents endroits au même moment, pardon, si une même chose est en différents endroits au même moment, alors ça veut dire qu'à ce moment, elle est à une certaine distance d'elle-même. Ça paraît très bizarre comme reformulation, mais en tout cas, c'est une option possible ouverte aux partisans des faisceaux d'universaux. Alors en quoi consiste plus précisément cette réponse au monde de Black de la part des partisans des faisceaux d'universaux? Ça consiste à dire que tel que Black le décrit, le monde n'est pas possible. C'est pas vrai qu'il y a deux sphères identiques dans ce monde-là. Mais par contre, on peut donner une redescription de ce monde qui va respecter l'apparence que décrit Black en disant ce qui se passe concrètement dans ce monde, c'est qu'il y a une seule sphère qui a une certaine distance d'elle-même. Okay. Je répète simplement ce que je vous ai déjà dit. Est-ce que la solution ici, elle est claire pour tout le monde? Maintenant, vous voyez ce que doit dire ici le partisan des faisceaux d'universaux? C'est un peu... On a l'impression que ça te fait peut-être un peu avoir, parce qu'on lui dit, il y avait deux sphères ici, non, il dit, il y en a une qui est à 2 km d'elle-même. Alors là, on fronce les sourcils, on dit, mais comment une même chose peut être à 2 km d'elle-même? Sa réponse, c'est de dire, mais c'est ça les universaux. Un universel, il peut être par nature dans plusieurs endroits à la fois. Donc si vous prenez un paquet d'universels, lui aussi, par nature, il peut être dans plusieurs endroits à la fois. C'est pas étonnant. D'accord? Bien. Alors, on va envisager maintenant quelques réponses. Je ne sais plus combien j'en ai mis, quelques réponses à cette réponse, donc quelques objections à cette réponse. Peut-être vous voyez éventuellement des difficultés là-dessus, vous avez des questions. Oui. Elle est partie. Ah oui, en fait, je ne suis pas trop sûre de bien avoir compris que c'était juste un faisceau. Un paquet. Prenez juste, pensez au fétu de paille que je vous ai montré. C'est juste un paquet de propriétés, vous les serrez bien ensemble, ça vous fait un beau faisceau. Donc, on a deux sphères. Je ne sais plus comment Black décrit le monde exactement. Il dit qu'il y a deux sphères de 1 km de diamètre qui sont en métal dur. Donc les propriétés que vont avoir chacun de ces objets, c'est être sphérique, avoir 1 km de diamètre et être en métal. Prenez n'importe quoi, prenons du plomb. Et puis vous mettez ces trois propriétés ensemble, okay, et c'est un faisceau. Parce que ces propriétés elles sont compresantes. Ça va? Oui. Ok, alors, est-ce que ça vous semble plausible, déjà, cette théorie qu'en réalité, dans le monde de Black, on n'a pas deux sphères, mais on a une seule sphère qui est à 2 km d'elle-même? Qui aime bien cette théorie-là? Enfin, qui dit, ouais, finalement, c'est peut-être ça qui est le cas? Qui trouve que c'est la bonne solution? Autrement dit, si je vous dis, dans le monde de Black, vous vous souvenez, c'est le monde où il n'y a que deux sphères, rien d'autre. Et la réponse de O'Leary et Hawthorne, c'est de dire, ouais, en fait, il n'y a qu'une sphère, mais elle est juste à 2 km d'elle-même, plutôt que deux sphères. Vous avez cru qu'il y avait deux sphères, parce que vous avez mal compté, en fait. Mais en réalité, il n'y en a qu'une, et elle est juste à une certaine distance d'elle-même. Est-ce que quelqu'un veut défendre ça? Bien. C'est bien, c'est bien. Il faut bien comprendre que souvent, la métaphysique, c'est pas on choisit la bonne solution par rapport à la mauvaise, c'est de toute façon, il va falloir avaler des pilules. Là, il y a une pilule à avaler, mais ce qui vous menace de l'autre côté, c'est la mozzarella, quoi. C'est l'idée de devoir admettre. Donc, l'un dans l'autre, vous pouvez vous dire, je préfère que la sphère soit à 2 km d'elle-même plutôt que d'admettre des particuliers nus de l'autre côté. Donc, il faut toujours pondérer les options qu'on prend en fonction des alternatives auxquelles on peut penser. Puis après, on peut chercher et trouver peut-être encore d'autres alternatives. On verra peut-être une autre solution à la fin de ce cours en termes de tropes, et puis il y en a encore quelques autres. Ok, alors pour ceux qui... Oui. Est-ce que c'est quelque chose en lien avec l'âme par rapport à le monde de Black? Avec l'âme? Quel lien vous entrevoyez? J'ai un peu par rapport à le fait que deux objets sont un seul objet pour la distance, comme si l'âme c'était la propre séparation entre les deux objets, mais c'est alors, c'est pas... Là-dedans, dans le monde de Black, par hypothèse, il n'y a pas d'âme. Il y a juste des propriétés physiques. D'accord?
Mais vous pouvez poser le même problème en termes d'âme ou d'esprit. Alors la distinction âme et esprit, elle est pas toujours évidente à tracer. Mais que va dire un partisan des faisceaux d'universaux sur l'âme? Il va dire, ben, c'est quoi une âme ou un esprit? C'est un ensemble d'universaux qui sont des états mentaux typiquement. Hein. Donc c'est quoi votre âme? Ben, il va dire, c'est telle croyance, plus telle émotion, plus telle humeur, plus tout ça. Puis vous mettez tout ça ensemble. Vous serrez bien fort avec votre petite ficelle de complaisance et vous dites, ben ça, c'est votre âme. Okay, et la question, elle va se reposer ici. Qu'est-ce qui distingue votre âme d'une âme exactement identique à la vôtre? Okay, il n'y en a pas concrètement. On est d'accord qu'entre les personnes, il y a toujours des variations. On ne trouve jamais deux personnes parfaitement identiques. Mais supposez qu'il y a une personne qui est exactement votre âme. Qu'est-ce qui ferait que ce soit une autre personne? Ben, la réponse du partisan des faisceaux d'universaux, c'est juste de dire, ben, cette personne, elle serait à une certaine distance, ou l'âme, je ne sais pas s'il y a des distances entre les âmes, mais en tout cas, il devrait dire que, ouais, il y a une certaine relation entre ces deux âmes que l'âme entretient à elle-même, en fait. C'est une âme qui a une certaine distance d'elle-même, temporelle ou spatiale, ou autre. Hein. Donc c'est pas l'âme, c'est pas le type de propriété en jeu ici, que ce soit des propriétés physiques ou des propriétés spirituelles, ne change pas fondamentalement le problème. D'accord. Alors, il y en a deux qui ont courageusement défendu la théorie, donc ils sont dispensés de devoir chercher des objections à la théorie. Mais pour tous les autres, maintenant, vous avez ça qui pèse sur vos épaules. Pourquoi est-ce que on ne veut pas de la réponse de Hawthorne? Est-ce qu'on arrive... Enfin, pourquoi on ne veut pas? On peut se dire, ouais, c'est trop bizarre, mais ça ne va pas convaincre Hawthorne, parce que quand vous avez en face de vous quelqu'un qui vous dit, moi, je ne trouve pas si bizarre, finalement, bah, on ne va pas s'arrêter là, d'accord? On ne va pas dire, oh, bah, moi aussi, bah, voilà, bonne soirée. Non, on veut essayer d'avancer des arguments. Donc, est-ce que vous voyez comment est-ce qu'on pourrait convaincre Léry et Hawthorne que c'est compliqué leur histoire? Claire. Mais en fait, c'est juste que avec la distance par rapport à nous-mêmes, là, si on prend l'histoire des Stabilo, j'arrive pas très bien à comprendre comment on peut. Enfin, j'ai l'impression que du coup, il dirait oui, il y a un seul Stabilo, mais qui est à une certaine distance de lui-même, alors qu'on peut très bien compter qu'il y en a deux. Et enfin, je sais pas, j'ai l'impression que c'est vraiment contre-intuitif. Oui, alors ben, vous avez bien compris la théorie, c'est exactement ça. Si je reprends les deux stabilos roses, merci, il n'y en a qu'un en fait. Il n'y en a qu'un là. Si on fait l'hypothèse qu'ils ont toutes leurs propriétés en commun, il n'y en a qu'un, mais il a une certaine distance de lui-même. Vous voyez qu'il n'est pas en train de dire, parce qu'il faut voir l'intérêt de la réponse. L'intérêt de la réponse, c'est que Max nous dit, si vous êtes, Max Black nous dit, si vous êtes un partisan de l'identité des indiscernables, vous devez dire qu'il n'y en a qu'un. Et c'est tout ce que vous pouvez dire. Donc ça nous donne l'impression qu'en fait, on ne peut pas rendre compte de l'intuition qu'il y a deux choses. Mais eux disent, si, je peux vous rendre compte de l'intuition qu'il y a deux choses. C'est juste qu'il ne faut pas la formuler comme ça. Vous en avez une seule, mais elle a une certaine distance d'elle-même. Donc, vous voyez bien que c'est pas comme si vous en avez une seule qui n'était pas à une certaine distance d'elle-même. Vous en avez une seule qui a une certaine distance d'elle-même. Donc ça, c'est comme ça que vous devriez dire la chose. Alors, je suis d'accord avec vous que c'est pas intuitif, en un sens. Mais ce qu'on cherche maintenant, c'est une façon de dire, d'aller au-delà de ça. Vous voyez, parce que le problème de l'appel à l'intuition, c'est quand il n'est pas partagé, ou quand ceux qui sont en face de vous vous disent « je suis d'accord que c'est contre-intuitif, mais faites mieux », il faut qu'on arrive à sortir de cette histoire-là. Donc on a envie de trouver un peu plus de raisons, peut-être, ou de motiver le caractère contre-intuitif de la chose, de leur dire « ouais, ça va plus loin que ça ». Souvent, quand vous avez une solution contre-intuitive, si vous déroulez les ficelles, vous dites ben ouais, ça va de pire en pire, vous allez avoir encore d'autres conséquences contre-intuitives derrière. Donc ça, c'est parfois une stratégie que vous pouvez faire en disant, une fois que vous avez mis le doigt dans l'engrenage de quelque chose d'un peu absurde, ça va vous conduire à admettre d'autres choses absurdes. Mais juste en soi, dire c'est pas intuitif, il va dire ouais, on sait, mais on savait depuis le début. Ça nous semble être la moins pire des solutions. Ouais. Mais alors peut-être que cette théorie, elle pose un problème pour expliquer comment, si c'est une seule chose, comment ils peuvent quand même avoir des vies différentes. Enfin, comment je peux utiliser le stabilo, enfin un des deux, et l'autre pas. Et donc, il y en a un qui sera usé et l'autre pas. Et en fait, si c'est qu'une chose, comment ça se fait que ça peut avoir des... C'est bien, vous approchez de quelque chose. Peut-être Martin, c'est dans ce sens ce que vous voulez dire? Ouais, moi,
moi je pensais qu'il ne faut ne pas faire appel au deuxième principe des indiscernabilité des identiques. Ouais. Comment il s'appelle l'autre principe? J'ai oublié. L'identité des indiscernables et l'indiscernabilité des identiques. Parce que Ouais. vu que je crois il dit que si une chose est numériquement identique, alors ils ont la même qualité. Ouais. Donc on peut dire si une sphère est numériquement identique, mais elle ne peut pas être à deux endroits à la fois. Parce que ça voudrait dire qu'elle aurait des qualités qui sont différentes. Alors ça dépend ce qu'on entend. Ah, parce que vous voulez dire être à un endroit, il y en a un qui est à cet endroit-là, l'autre qui est à cet endroit-là. Oui, ils auraient des qualités différentes. Ok. Alors je vais revenir là-dessus, mais vous avez deux grandes conceptions des endroits ou de l'espace. Vous avez une conception absolutiste qui dit l'espace, c'est juste un ensemble de containers vides. Okay. Il y a celui-là, il y a celui-là, il y a celui-là, puis vous pouvez venir mettre des choses dedans. Okay. Si vous avez cette conception de l'espace, vous pensez que l'espace, en lui-même, ça viole l'identité des indiscernables, parce que vous pensez que cet endroit-là, il est qualitativement identique à celui-là, c'est pas la même chose de venir là que de venir là. Donc cette conception qu'on appelle absolutiste de l'espace, elle conçoit chaque point de l'espace ou chaque région de l'espace comme un particulier. Donc quelqu'un qui pense, comme le partisan des faisceaux d'universaux, que tout est fondamentalement constitué d'universaux, ne peut pas accepter cette conception de l'espace. Mais vous avez une autre conception de l'espace qui va accepter, qui est de dire qu'est-ce que c'est que l'espace? C'est défini en termes des relations entre les choses. Okay. Donc il n'y a pas d'espace vide dans lequel on viendrait mettre des choses. L'espace, c'est juste défini par les structures de distance, par exemple, entre les choses spatiales. Donc être à 2 km d'autre chose. Donc cette conception relationniste de l'espace, c'est typiquement celle-ci à laquelle vont faire appel les partisans des faisceaux d'universaux. Donc ils ne vont pas pouvoir s'appuyer sur cet endroit-là par opposition à cet endroit-là, parce qu'ils vont dire, ce qui définit cet endroit-là, c'est le même endroit qui a une certaine distance de lui-même. Ça va se reproduire au niveau de l'espace lui-même. Vous voyez l'idée? Alors pour revenir sur la suggestion de Claire, je reprends encore vos stylos, je vais les garder. Il y a une qu'elle est dans un sens intéressant. Vous disiez, Claire, il y a un stylo qui va devenir usé si on l'utilise, d'accord? Donc c'est les deux mêmes au départ, puis il y en a un qui devient usé. Qu'est-ce qui se passe si vous êtes un partisan des faisceaux d'universaux? Comment vous décrivez ce qui se passe dans ce cas-là? Il y en a un qui devient usé, d'accord, mais comment on les compte maintenant, les stylos? Au départ, on a un stylo qui a 3 cm de lui-même. Maintenant, il y en a un qui devient usé. Lucie? Exactement. Maintenant, ils sont plus qualitativement identiques. Donc au départ, vous avez exactement les mêmes. Là, vous avez, regardez, je vais vous faire un tour de magie incroyable. Vous avez un stylo à 2 cm de lui-même. Et maintenant, je vais créer 2 stylos. Je gratte juste un peu celui-là, j'enlève un peu de trucs. Pardon, je fais très attention, Jacob. Juste un peu. Et boum, vous avez 2 stylos maintenant. Okay, parce qu'ils ne partagent plus les mêmes propriétés. Ça veut dire que tout changement, même infime de propriété, va créer un accident métaphysique assez incroyable, parce que vous en aviez qu'un qui était à 2 cm de lui-même. Et à partir du moment où vous avez un changement de propriété, boum, et ben vous avez maintenant 2 stylos, parce que ce n'est plus les mêmes faisceaux d'universaux. D'accord? Donc ça, c'est pas, vous voyez que c'est pas, ça ne va pas directement convaincre nos compères, là, mais ça vous permet d'insister sur le caractère contre-intuitif que vous disiez, Claire. Parce que si on dit juste c'est bizarre ton truc, ils disent ouais, bon, d'accord. Mais là, c'est encore plus bizarre parce qu'on dit dès qu'un changement mineur de propriété, tu dois admettre de gros accidents métaphysiques. Alors je pense que c'est ce que j'ai mis. Ouais, ça c'est l'objection de Rodriguez-Pereira. Je vais enlever l'optionnel parce qu'on en parle. Donc pour la théorie des faisceaux d'universaux, il est possible que... Alors lui, il le fait à l'envers, Rodriguez-Pereira. Il prend 2 trucs qui sont très légèrement différents et puis il les rend semblables. Il dit, donc supposez qu'il y ait 2 sphères qui soient presque identiques, qui sont localisées à différents endroits. Hein, vous prenez le monde de Black, mais pas tout à fait. Il y en a une qui est un tout petit peu plus légère que l'autre. Ou un peu plus chaude. Voilà. Il y en a une qui est un tout petit peu plus chaude que l'autre. Il y en a 2, ok? Parce que les faisceaux ne contiennent pas les mêmes propriétés, donc c'est 2 faisceaux différents. Et puis, vous imaginez maintenant ce que fait Rodriguez-Pereira. Il dit, ben, la sphère la plus chaude est refroidie à peine pour atteindre exactement la même température que l'autre. Et là, qu'est-ce qui se passe? Ben, l'inverse de ce qu'on avait avec les 2 stylos. On avait 2 sphères, maintenant qui partagent toutes leurs propriétés, et boum, elles fusionnent en une seule sphère qui est distincte d'elle-même. D'accord? Qui a un certain endroit, pas qui est distincte d'elle-même, ça c'est impossible pour tout le monde,
qui est à une certaine distance d'elle-même. Et puis là, évidemment, la question de Rodriguez-Pereira, c'est de dire, oui, juste pour quelques degrés de moins, vous avez fait fusionner deux sphères. Micro-degrés de moins, vous avez fait fusionner deux sphères. C'est vraiment très étrange. Et donc l'objection symétrique, c'est celle que vous disiez, Lucie, de dire, dans l'autre sens, cette fois-ci, on part, on n'en a qu'une, à une certaine distance d'elle-même, on fait changer l'un des deux très légèrement, et puis boum, on se retrouve avec deux objets. Donc ça, c'est une première objection à la réponse de Hawthorne. Vous voyez ? Ce n'est pas une objection qui est complètement probante, parce que Hawthorne peut dire oui, c'est comme ça, j'accepte cette conséquence-là, mais ça fait porter le poids de la contre-intuitivité, du caractère étrange de la solution, ça le rend plus saillant. Ok, je vous mentionne la seconde objection parce qu'elle est, je ne pense pas que ce soit facile à trouver comme ça, mais quand vous la voyez, elle est quand même assez bien vue. Toujours une objection de Rodriguez-Pereira. Vous vous souvenez, c'est le nominalisme de la ressemblance, donc ce n'est pas étonnant qu'il ne soit pas d'accord avec les faisceaux d'universaux. Et ça me permet de revenir sur votre question, Martin. Donc on a deux théories de l'espace. On a l'absolutisme, d'une part, qui était défendu par Newton, qui pense que l'espace, ça consiste en un ensemble de places, de lieux, qui peuvent être vides et qui existent indépendamment des objets qui s'y trouvent. Okay. L'espace, c'est juste un ensemble, un repère, si vous voulez, un conteneur de différents objets. Et puis on a une conception relationniste avec deux N de l'espace, où on dit que l'espace, c'est un système de relations entre objets. Donc il ne pourrait pas y avoir d'espace totalement vide. Et qu'est-ce que c'est l'espace ? C'est la structure des relations entre objets, d'être devant, derrière, à une certaine distance les uns des autres. Si vous enlevez les objets, vous enlevez l'espace, dans cette conception-là. Alors, qu'est-ce que vous dites si vous souscrivez à la théorie des faisceaux d'universaux ? Vous pouvez dire, et c'était, je crois, votre suggestion, Martin, en tout cas c'est comme ça que je l'ai interprété, qu'en réalité, ce qui fait que deux faisceaux qualitativement identiques sont deux, c'est qu'ils sont localisés à des endroits distincts. Mais le problème avec cette théorie, pardon, je reviens sur ma puce précédente, c'est que vous devez dire que les endroits sont des particuliers à ce moment-là. Les lieux de l'espace sont des particuliers. Donc vous avez abandonné votre théorie selon laquelle, ultimement, ce qui constitue le monde, c'est uniquement des universaux. Alors en général, le théoricien des faisceaux, il va admettre une version de relationnisme, toujours avec deux N. Il va admettre une version de relationnisme. Et là, Rodriguez-Pereira fait l'objection suivante. Il va lui dire, mais tu ne peux pas distinguer, toi le théoricien des faisceaux, alors je t'accorde cette idée que l'espace est relationnel, je t'accorde également le fait que des objets peuvent être à une certaine distance d'eux-mêmes, mais tu ne vas pas pouvoir distinguer les deux mondes suivants. Le monde W, c'est un monde dans lequel est localisé à deux endroits distants, le même faisceau est localisé à deux endroits distants de 2 km. Et le monde W étoile, c'est un monde dans lequel le même faisceau est localisé à 3 endroits distants de 2 km. Je vous ai fait un beau schéma ici. Ça, c'est nos deux mondes. Okay, on n'a que des faisceaux d'universaux, on n'a pas de particuliers. Okay. Là, on a Julie qui est à 2 km d'elle-même, ou la sphère de Black qui est à 2 km d'elle-même. Et puis là, on a la sphère de Black, mais qui est 2 fois à 2 km d'elle-même. Okay. Ce que dit Rodriguez-Pereira, c'est que vous ne pouvez pas distinguer ces deux mondes avec des universaux, parce que dans tous les cas, ici, vous avez la propriété d'être à 2 km d'elle-même qui est satisfaite. Okay. Quelle est la propriété qui distingue ces deux mondes-là ? À chaque fois, vous avez la propriété d'être à 2 km d'elle-même. Cette sphère-là, elle est à 2 km d'elle-même, mais on a envie de dire elle est 3 fois à 2 km ou 2 fois à 2 km d'elle-même. Ici, elle est qu'une fois à 2 km d'elle-même. Mais comment est-ce qu'on formule ça juste avec des propriétés, des universaux ? Vous voyez, vous ne pouvez pas dire une fois, deux fois, parce que si vous dites une fois, deux fois, vous êtes en train de compter sur vos doigts et d'introduire des particuliers. Donc là, vous avez une sphère qui partage les propriétés être ronde, tout ce qu'on veut, être chaude de tel degré, plus à 2 km d'elle-même. Okay. Ici, on a une sphère qui a exactement les mêmes propriétés, et pourtant, il y a une différence entre ces deux mondes-là. Donc, Rodriguez-Pereira a dit, ce ne sont pas les deux mêmes mondes,
Et pourtant, avec les outils de la théorie des faisceaux, vous ne pouvez pas rendre compte de la différence entre ces deux mondes. Est-ce que vous voyez, j'ai l'impression que j'ai mal expliqué la chose là. Mettez-vous dans la peau d'un théoricien des faisceaux d'universaux. Ce qui vous permettait de rendre compte de ce monde-là, c'est ce qu'on a vu jusqu'à maintenant, c'est-à-dire c'est un seul objet qui est à 2 km de lui-même. Okay. Maintenant, votre objecteur vous dit « Ouais, mais il y a aussi ce monde-là. » Vous dites « Qu'est-ce que c'est ça ?» Vous dites « C'est facile, c'est un seul objet qui est à 2 km de lui-même. » Et puis votre objecteur vous dit « Oui, mais c'est quoi qui distingue ces deux mondes-là ? Qu'est-ce qui distingue le fait qu'un objet soit une fois à 2 km de lui-même ou 2 fois à 2 km de lui-même ? Une fois, 2 fois, ça c'est faire appel à des particuliers, à un nombre d'instanciations, des propriétés. On ne veut pas ça. Donc, dit Rodriguez Pereira, le partisan des faisceaux ne peut pas rendre compte de cette différence-là. Ça va ? Ouais. Est-ce que je vous fais... Oui, ça c'est important. Alors c'est un type d'objection un peu différente. Je me demande si je ne me suis pas... Ouais, c'est ça. Objection 3. Bien, alors, on s'est intéressé à... Attendez, non. Jusqu'à maintenant, ce qu'on a vu, excusez-moi, parce que j'ai renommé... on a vu la première objection, on a vu 2 réponses à l'objection, ok, et on passe à la deuxième objection maintenant. Ok. Donc, la première objection à la théorie des faisceaux d'universaux, c'est donc le fait qu'elle doit admettre le principe d'identité des indiscernables, qui pose problème. Et puis on a vu certaines réponses possibles, en disant que les objets pouvaient être à une certaine distance d'eux-mêmes, et certains problèmes, 2 problèmes que soulevait cette réponse. On passe maintenant à une autre objection à la théorie des faisceaux d'universaux qui a trait à la possibilité du changement. Vous vous souvenez que pour la théorie des faisceaux d'universaux, ouais, je vous dis ça puis on prend une petite pause. Pour la théorie des faisceaux d'universaux, qu'est-ce que c'est qu'un faisceau d'universel ? C'est un ensemble de propriétés. Et vous vous souvenez qu'un ensemble, quand on utilise un ensemble, on ne le fait pas à la légère, on fait appel à la théorie des ensembles, qui nous dit qu'un ensemble, il est défini par les membres de cet ensemble. Donc si vous avez un ensemble de choses, j'ai ces 3 choses-là, ici, cet ensemble, il est défini par ces 3 choses. Si j'en enlève une, ce n'est pas le même ensemble qu'à une chose en moins, c'est un nouvel ensemble. D'accord ? Donc les ensembles ne peuvent pas changer. Parce qu'un ensemble, il est défini par les choses qu'il contiennent. Et ça va poser un problème important pour la théorie des faisceaux d'universaux, c'est que si nous sommes des ensembles, où les tables, les chaises et les chats sont des ensembles, eh bien à chaque fois que vous enlevez une des propriétés, vous passez à un autre objet, à un autre ensemble. Okay. Donc vous ne pouvez pas dire à strictement parler qu'une même chose a perdu une propriété ou on a gagné une. Ce qu'on veut dire quand on veut parler du changement. Vous vous souvenez, quand on a parlé du changement, on veut qu'une même chose puisse gagner ou perdre des propriétés. Mais là, ce ne sera pas la même chose, parce que si vous enlevez une propriété, un universel, qui est plus comprésent avec les autres, à ce moment-là, vous aurez un nouvel ensemble. Donc un problème général, ça va être de comprendre la possibilité du changement pour cette théorie-là. On va voir 2 réponses, enfin je reviendrai sur l'objection rapidement, et on verra 2 réponses après la pause. On prend 11 minutes et on reprend à écart.